On avait vu non seulement le paragraphe du cogito, mais également les différentes critiques qui pèsent sur le cogito, celle de Hobbes, celle d'Arnaud et de Mersenne, celle enfin de Nietzsche et de Kant. Okay. On laisse de côté ces critiques et on poursuit la lecture du texte. Donc, c'était le paragraphe du cogito étant le 1, 2, 3, 4. Quatrième paragraphe. On attaque la lecture du 5e paragraphe de la méditation seconde. Jules. Mais je ne connais pas encore assez clairement ce que je suis, moi qui suis certain que je suis. De sorte que, désormais, il faut que je prenne soigneusement garde de ne prendre pas imprudemment quelque autre chose pour moi, et ainsi de ne me point méprendre dans cette connaissance que je soutiens être plus certaine et plus évidente que toutes celles que j'ai eues auparavant. C'est pourquoi, paragraphe 6, je considérerai de rechef ce que je croyais être avant que j'entrasse dans ces dernières pensées. Et de mes anciennes opinions, je retrancherai tout ce qui peut être combattu par les raisons que j'ai tantôt alléguées, en sorte qu'il ne demeure précisément rien que ce qui est entièrement indubitable. Qu'est-ce donc que j'ai cru ci-devant? Sans difficulté, j'ai pensé que j'étais un homme. Mais qu'est-ce qu'un homme? Dirais-je que c'est un animal raisonnable? Non, certes, car il faudrait par après rechercher ce que c'est qu'animal, ce que c'est que raisonnable, et ainsi d'une seule question, nous tomberions insensiblement en une infinité d'autres plus difficiles et embarrassées. Et je ne voudrais pas abuser du peu de temps et de loisirs qui me restent en l'employant à démêler de semblables subtilités. Mais je m'arrêterai plutôt à considérer ici les pensées qui naissaient ci-devant d'elles-mêmes en mon esprit, et qui ne m'étaient inspirées que de ma seule nature, lorsque je m'appliquais à la considération de mon être. Je me considérais premièrement comme ayant un visage, des mains, des bras, et toute cette machine composée d'os et de chair, d'eau et de chair, telle qu'elle paraît en un cadavre, laquelle je désignais par le nom de corps. Je considérais, outre cela, que je me nourrissais, que je marchais, que je sentais, et que je pensais, et rapportais toutes ces actions à l'âme. Mais je ne m'arrêtais point à penser ce que c'était que cette âme, ou bien si je m'y arrêtais, j'imaginais qu'elle était quelque chose d'extrêmement rare et subtil, comme un vent, une flamme ou un air très délié, qui était insinué et répandu dans mes plus grossières parties. Pour ce qui était du corps, je ne doutais nullement de sa nature, car je pensais la connaître fort distinctement, et si je l'eusse voulu expliquer suivant les notions que j'en avais, je l'eusse décrite en cette sorte: par le corps, j'entends tout ce qui peut être terminé par quelques figures. Evan, vous avancez d'un rang, voilà, qui peut être compris en quelques lieux et remplir un espace en telle sorte que tout autre corps en soit exclu, qui peut être senti ou par l'attouchement ou par la vue ou par l'ouïe, ou par le goût ou par l'odorat, qui peut être mu en plusieurs façons, non par lui-même, mais par quelque chose d'étranger, duquel il soit touché, et dont il reçoive l'impression. Car d'avoir en soi la puissance de se mouvoir, de sentir et de penser, je ne croyais aucunement que l'on dût attribuer ces avantages à la nature corporelle. Au contraire, je m'étonnais plutôt de voir que de semblables facultés se rencontraient en certains corps. Alors, que fait Descartes dans ces deux paragraphes? Déjà, dans le paragraphe 5, Descartes pose une distinction entre le fait de son existence et la nature de son existence. Descartes dit: je sais que je suis, c'est-à-dire je sais que j'existe, mon existence est désormais une certitude indubitable. En revanche, je ne sais pas qui je suis ou quel je suis. C'est-à-dire je ne sais pas ce que je suis. Quelle est ma nature?
j'existe, mais qu'est-ce que c'est que ce je? Quelle est la nature de ce jeu? Alors, ici, on rentre véritablement dans le sens technique de méditation, de philosophie première. Je vous avais dit que l'intitulé latin des méditations métaphysiques, c'était méditation de philosophie première. La philosophie première, c'est une branche de la métaphysique qui s'identifie à l'ontologie, c'est-à-dire l'étude de ce qui est et surtout l'étude de la manière dont les choses existent. Ici, c'est de cela qu'il s'agit. J'existe, mais de quelle manière est-ce que j'existe? Quelles sont les modalités de mon existence? J'existe, mais en tant que quoi? Et ce qui est intéressant ici, ce qui est même profondément moderne, c'est que ce qui existe en premier, pour Descartes, c'est le jeu. Alors qu'avant, c'était tout. C'était la totalité de l'être. C'était, pour Aristote, c'était ce qu'il appelle l'être en tant qu'être, c'est-à-dire le fait que quelque chose existe. Ce qui existe pour Descartes, ce qui existe avant tout, c'est le sujet. Et quelle est sa nature? Et on arrive maintenant au paragraphe, si je ne me trompe pas, au paragraphe numéro 5. 2, 3, pardon, paragraphe numéro 6. Donc, Descartes se demande ce qu'il est. Et ici, il va se confronter, je vous avais dit que c'était une des grilles de lecture que l'on pouvait avoir des méditations métaphysiques, il va se confronter à la scolastique, à la philosophie qu'on enseigne dans les écoles, et qui est très fortement inspirée des enseignements d'Aristote. Descartes a reçu comme ancienne opinion le fait qu'il était un homme et qu'un homme c'était un animal raisonnable, un animal rationnel, un zoon logistikon en grec, c'est-à-dire un être vivant doué de logos, cette faculté qui pour les Grecs veut dire à la fois raison, langage, mais aussi bien d'autres choses, discours et logique. Alors, zoon logistikon, c'est-à-dire être vivant. Ça va vous donner zo, évidemment, ou zoé. Zoé, ça veut dire la vivante. La vivance? La vivante. C'est la... Zo, c'est là où on voit les zoé, c'est-à-dire les animaux, les êtres vivants. Et logistikon, c'est doué de logos. En grec ancien. Bah, il y a le grec que parlent les Grecs aujourd'hui. C'est pas le grec qu'on parlait il y a... Oui. Pourquoi on dit pas le français ancien? Bah, on dit le français ancien. Ah oui? Oui, bien sûr. Le français médiéval, on dit que c'est du français ancien. Français médiéval. Français moyen, français ancien. Alors, Aristote définit dans le livre 1 des Politiques l'être humain comme zoon logistikon. J'en avais parlé dans le cadre du cours sur la liberté quand j'opposais Hobbes à Descartes. Et c'est pas un hasard. C'est-à-dire que Descartes et Hobbes, parce que ce sont des philosophes modernes, s'opposent à Aristote. Ou plutôt, c'est parce qu'ils s'opposent à Aristote que ce sont véritablement des philosophes modernes. Ici, en particulier, Descartes s'oppose à une partie de la logique d'Aristote, qui est sa méthode de définition. Pour Aristote,
on définit une classe d'individus. D'ailleurs, c'est une méthode que je vous ai donnée au début de l'année pour conceptualiser certaines notions. On définit en identifiant à quel genre appartient un individu, et ensuite on spécifie cette définition, c'est-à-dire qu'on cherche à trouver à quelle espèce de ce genre appartient un individu. On pourrait dire la chose suivante. Pour Aristote, un genre, c'est une classe logique qui est large, et l'espèce, c'est une classe logique qui est incluse dans le genre, mais qui est moins large. Je vais vous donner un exemple sous forme de schéma. C'est assez simple de se représenter cette chose sous forme de schéma. Vous avez le genre des animaux, et à l'intérieur, vous allez avoir ce qu'on pourrait appeler des sous-genres, ce que les latins, enfin la scolastique en latin va retenir sous le nom d'espèces, de species. Vous avez des animaux rationnels. Alors ouais, le chien, bonne remarque. Il y a, pour Aristote, des attributs. Il y a des attributs qui sont plus importants, moins accidentels que d'autres. On pourrait distinguer ici ce qui fait la spécificité d'une espèce et ce qui fait tout simplement le propre d'une espèce. Aristote donne cet exemple. L'être humain est un animal sans fourrure. C'est un animal sans fourrure. Est-ce que l'absence de fourrure de l'être humain le définit véritablement en tant qu'espèce? Ça le distingue de pas mal d'espèces. Alors je pense qu'Aristote ne connaissait pas ces chats absolument flippants qui n'ont pas de poils, vous savez. Ouais. Mais Aristote dit que le propre de l'être humain, c'est de ne pas avoir de fourrure. Est-ce que ça en fait la spécificité, l'absence de fourrure? Non, pour Aristote. Il y a des attributs qui sont quand même nettement plus importants, nettement plus essentiels à l'être humain que l'absence de fourrure. Et Aristote va proposer, notamment dans les politiques, dans l'Éthique à Nicomaque, il dit autre chose, mais dans les politiques, Aristote va dire que l'être humain est un animal rationnel, l'être humain est un animal politique, et dans l'Éthique à Nicomaque, il dit que l'être humain est un animal qui recherche le bonheur. Autrement dit, il y aurait trois accidents qui ne sont pas secondaires, mais qui vont vraiment définir la substance de l'être humain. C'est premièrement la recherche du bonheur, si on prend les œuvres dans l'ordre chronologique. Deuxièmement, le fait qu'il soit doué de langage. Et troisièmement, le fait qu'il soit politique, c'est-à-dire qu'il cherche à vivre en société. Donc la logique d'Aristote consiste à distinguer systématiquement les êtres en genre et en espèces. En genre et en espèces. Alors, genre et espèce, ce sont des repères qui sont relatifs aussi pour Aristote. C'est-à-dire que ça va dépendre de l'échelle à laquelle on se place. On pourrait dire par exemple que il y a un genre au-dessus du genre de l'animal, ça serait le genre des êtres matériels, des êtres corporels, par exemple. Et on pourrait dire que les êtres vivants sont une espèce des êtres matériels. Il y aurait, à côté de ça, les artefacts
il y aurait à côté de ça les montagnes, les minéraux, etc. Donc on dirait le minéral est l'espèce du genre est une espèce du genre matériel. Les artefacts sont une espèce du genre matériel. Les êtres vivants sont une espèce du genre matériel. Ok. Mais inversement, on pourrait dire que les Grecs sont une espèce du genre humain. Les Romains sont une espèce du genre humain. Les Égyptiens sont une espèce du genre humain. Ok. Et ainsi jusqu'à l'individu. On pourrait dire par exemple, les Athéniens sont une espèce du genre grec. Donc c'est relatif. Le genre et l'espèce sont des repères relatifs. Le genre est tout simplement plus large que l'espèce. Et le but, on va dire, de la logique d'Aristote, c'est de parvenir à la fois à ce qui est de plus général, mais aussi à ce qui est de plus particulier. Est-ce que c'est clair ça? Aristote, en fait, propose une théorie de la définition où on part de quelque chose de général pour arriver à quelque chose de plus en plus spécifique. Descartes refuse cette méthode. Il rejette cette logique, pour le dire dans les termes précis. Et ce que va proposer Descartes, c'est une autre méthode. Une méthode qui va consister à se demander s'il n'y a pas des idées qui sont composées d'autres idées et des idées qui seraient au contraire absolument simples. Donc l'idée de Descartes, qui va fonder un texte qui s'appelle Les règles pour la direction de l'esprit, et ensuite le discours de la méthode. La méthode de Descartes consiste à se demander si une idée peut être pensée indépendamment d'une autre, ou si au contraire une idée dépend d'une autre pour pouvoir être pensée. Et le but de Descartes ici, c'est de parvenir à ce qu'il appelle dans les règles pour la direction de l'esprit, les notions ou les idées simples, premières ou simples. Et Descartes va dire la chose suivante: lorsque je pense à ce que je suis, je tombe sur deux idées simples. Deux idées qui n'ont pas besoin d'autre chose pour être comprises qu'elles-mêmes. Autrement dit, qui se comprennent par elles-mêmes. Je ne peux pas les définir par autre chose. C'est pour ça que j'ai du mal, dit Descartes, à les définir. La première de ces idées simples, c'est le corps. Lorsque je me demande ce que je suis, la première idée sur laquelle je tombe, semble-t-il, c'est je suis un corps. C'est pas je suis un être humain, je suis un animal rationnel, c'est je suis un corps. Qu'est-ce que c'est qu'un corps pour Descartes? Alors ça, c'est important dans la philosophie de Descartes. Un corps, c'est ce qu'il appelle, c'est ce qui se confond chez Descartes, dans le vocabulaire de Descartes, avec le concept d'étendue. L'étendue. Qu'est-ce qui caractérise l'étendue? Premièrement, l'étendue occupe un certain espace. Votre corps occupe un certain espace. Okay. Cet espace est délimité, c'est-à-dire qu'il a une figure, il a une forme. Troisièmement, il est accessible
aux sens, en tout cas au moins à un d'entre eux, aux 5 sens, ou en tout cas au moins à un d'entre eux. À partir du moment où il y a corps, il y a sensibilité de ce corps, c'est-à-dire qu'on peut y accéder par les sens. Et enfin, ce corps est susceptible de mouvement. Et dit Descartes, ce mouvement, le corps n'en est pas directement, immédiatement la cause. Ce qui caractérise le corps, c'est qu'il n'est pas l'auteur de son propre mouvement, c'est qu'il y a un principe externe de ce mouvement. Et puis il y a une deuxième idée sur laquelle tombe Descartes. Cette deuxième idée, c'est l'âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme, nous dit Descartes? On ne sait pas trop. Et ce que nous dit Descartes, c'est que lorsqu'il cherche à imaginer ce qu'est l'âme, il ne peut pas s'en faire une représentation très précise. Et Descartes va recourir à certaines images tirées de la philosophie antique, en particulier des atomistes, par exemple Démocrite, ou des stoïciens, qui sont pour beaucoup d'ailleurs des atomistes, par exemple Épictète. L'âme serait quelque chose comme un souffle, un gaz, un vent, une sorte de paix de l'esprit, qui animerait le corps. Et, nous dit Descartes, à première vue, ce qui se produit, c'est qu'il semble bien que l'idée de mon corps est claire et distincte, c'est-à-dire que j'ai une représentation très exacte de ce que c'est que mon corps, alors que l'idée que j'ai de mon âme est confuse. Confuse et peu claire. Toute la méditation seconde va consister à renverser cette situation et à montrer qu'en réalité, l'idée que j'ai de mon corps, et même du corps en général, n'est pas si claire que ça, alors que l'idée que j'ai de mon âme, si je l'examine correctement, l'idée que j'ai de mon âme est très claire. Beaucoup plus claire et beaucoup plus facile à connaître que celle de mon corps. Paragraphe 7. Mais moi, qui suis-je maintenant que je suppose qu'il y a quelqu'un qui est extrêmement puissant et, si je l'ose dire, malicieux et rusé, qui emploie toutes ses forces et toute son industrie à me tromper. Il faut lire le texte avec moi. Puis-je m'assurer d'avoir la moindre de toutes les choses que j'ai attribuées ci-dessus à la nature corporelle? Je m'arrête à y penser avec attention, je passe et repasse toutes ces choses en mon esprit, et je n'en rencontre aucune que je puisse dire être en moi. Il n'est pas besoin que je m'arrête à les dénombrer. Passons donc aux attributs de l'âme, et voyons s'il y en a quelques-uns qui soient en moi. Les premiers sont de me nourrir et de marcher. Mais il est vrai que je n'ai point de corps. Il est vrai aussi... Mais, pardon, s'il est vrai que je n'ai point de corps, il est vrai aussi que je ne puis marcher ni me nourrir. Un autre est de sentir, mais on ne peut pas aussi... On ne peut pas aussi sentir... Pardon. Vous m'avez déconcentré, j'ai perdu ma ligne. On ne peut pas aussi sentir. On ne peut pas aussi sentir sans le corps. Outre que j'ai pensé sentir autrefois plusieurs choses pendant le sommeil, que j'ai reconnu à mon réveil, n'avoir point en effet senti. Un autre est de penser.
Et je trouve ici que la pensée est un attribut qui m'appartient. Elle seule ne peut être détachée de moi. J'existe, cela est certain, mais combien de temps? À savoir autant de temps que je pense. Car peut-être se pourrait-il faire, si je cessais de penser, que je cesserais en même temps d'être ou d'exister. Je n'admets vraiment rien qui ne soit nécessairement vrai. Je ne suis donc précisément parlant qu'une chose qui pense, c'est-à-dire un esprit, un entendement ou une raison, qui sont des termes dont la signification m'était auparavant inconnue. Or, je suis une chose vraie et vraiment existence. Mais quelle chose? Je l'ai dit, une chose qui pense. Et quoi davantage? J'exciterai mon imagination pour chercher si je ne suis point quelque chose de plus. Je ne suis point cet assemblage de membres que l'on appelle le corps humain. Je ne suis point un air délié et pénétrant répandu dans tous ses membres. Je ne suis point un vent, un souffle, une vapeur, ni rien de tout ce que je puis feindre et imaginer, puisque j'ai supposé que tout cela n'était rien, et que, sans changer cette supposition, je trouve que je ne laisse pas d'être certain que je suis quelque chose. Je ne laisse pas d'être certain, c'est je ne cesse pas d'être certain. Alors, que dit Descartes dans ce paragraphe 7? On peut le lâcher, merci. Donc, Descartes commence par revenir à une fiction qui intervient à la fin de la première méditation et au début de la deuxième méditation, qui est celle du malin génie, c'est-à-dire d'un esprit capable de tromper, de le tromper, sur tout. Il radote quand même. Il radote un petit peu, oui. Ah ouais. Il revient à cela. La conséquence de cette fiction, c'est qu'il se rend compte que rien de la nature corporelle, c'est-à-dire le fait d'occuper un espace, le fait d'être connaissable par les sens, le fait d'être doué de mouvements autonomes, rien de tout cela ne peut être attribué à lui. Je le reformule. Si il existe un malin génie capable de me tromper sur tout, je suis contraint d'affirmer que mon existence n'est pas de manière certaine corporelle, n'est pas corporelle de manière certaine. Qu'est-ce qui me reste? Cette autre notion première, cette autre idée simple, qui est l'âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Nous dit Descartes. Descartes va revenir au traité ici de l'âme d'Aristote. Je vous avais dit que pour Aristote, je crois que c'était le premier cours que j'avais fait sur ce sujet, pour Aristote, l'âme est constituée de différentes parties qui sont en fait autant d'actions, de fonctions possibles de l'âme. Premièrement, est-ce que mon âme, c'est la capacité à se nourrir? La réponse est non. Est-ce que c'est la capacité à marcher? La réponse est non. Est-ce que c'est la capacité à sentir? La réponse est non. Qu'est-ce qui reste? Il reste une dernière capacité de l'âme, celle de penser. Et ce que découvre Descartes, c'est qu'il ne peut pas séparer cette activité qu'est la pensée de lui-même. Être, c'est penser. Alors ici, il y a quelque chose qui va attirer l'attention d'un philosophe français du fin 19e, début 20e, qui s'appelle Henri Bergson. Descartes va dire la chose suivante: tant que je pense, je me saisis moi-même
immédiatement comme existant, tant que je pense. Bergson va interpréter ce passage en disant la chose suivante. La conscience, c'est ce qui fait exister la durée. Autrement dit, le temps, pour Descartes, en tout cas c'est ce qui semble suggérer dans cette méditation, à ce stade de la méditation, le temps n'est pas une propriété du monde. Le temps n'a pas de réalité indépendamment de ma conscience. S'il n'y avait aucune conscience dans ce monde, le temps tout simplement n'existerait pas. Le temps n'existe que pour une conscience. Le temps n'existe pas pour une pierre. Le temps n'existe pas pour le soleil. Le temps, c'est la durée qui est saisie par une conscience, c'est-à-dire par une pensée. Ça, c'est très très important parce que jusqu'à présent, on pourrait dire que, en tout cas en particulier chez Aristote, le temps c'est une propriété de la réalité. C'est-à-dire que le temps a une existence hors de la conscience pour Aristote. Ce que suggère Descartes, c'est que le temps n'a pas d'existence hors de la conscience. Le temps, c'est la durée. Tant que je pense, aussi longtemps que je pense, ça veut dire que la pensée fait naître le temps, fait exister le temps. Alors, la question est, qu'est-ce que c'est que l'âme? Et Descartes nous dit, au fond, l'âme, c'est la pensée. C'est l'activité même de la pensée. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Ok. On se revoit tout à l'heure, effectivement.